Salut à tous, nouvel épisode et aujourd'hui on se rend aux Pays-Bas pour évoquer l'opération Market Garden. Nous sommes en septembre 44 et depuis quelques semaines en Europe, un front s'est ouvert à l'ouest avec notamment un débarquement en Normandie le 6 juin et un autre en Provence le 15 août. Paris a été libéré, la Seine a été franchie et la majeure partie du nord-est de la France ainsi qu'une grande partie de la Belgique sont libérés. Malgré la progression de leurs troupes, les Alliés sentent que la résistance allemande s'intensifie et qu'il sera compliqué de pénétrer sur leur territoire, notamment dans la zone où s'étend la ligne Siegfried, une ligne défensive allemande de 630 km de long, équivalente à la ligne Maginot en France. Le maréchal britannique Montgomery propose alors une opération aéroportée derrière les lignes allemandes afin de contourner la ligne Siegfried. Ses homologues américains, les généraux Patton et Bradley, s'y opposent et préfèrent eux continuer leur offensive par le sud. Or, à ce moment-là de la guerre, le ravitaillement des armées alliées s'essouffle car les ports de déchargement sont toujours ceux d'Arromanches et de Cherbourg, libérés quelques semaines plus tôt, et ces ports sont désormais très loin du front. Alors évidemment, on peut trouver des ports en eau profonde, plus proches, mais ils sont soit en ruine, soit encore détenus par les Allemands. Devant ces problèmes logistiques, une offensive généralisée par le sud paraît donc compromise. De plus, le plan de Montgomery, en cas de succès, permettrait de franchir le Rhin et de foncer sur la Ruhr, le cœur économique du Troisième Reich. Par la suite, grâce à une chaîne logistique raccourcie, par exemple en prenant un port comme Rotterdam ou Anvers, les armées alliées pourraient foncer sur Berlin et s'en emparer avant les soviétiques. Devant tous ces éléments, Eisenhower, le commandant en chef des forces alliées en Europe, tranche et accepte le plan de Montgomery. Yes, sir! L'opération se décompose de la manière suivante. L'idée c'est d'acheminer 35 000 troupes aéroportées sur un itinéraire bien précis. La 101e aéroportée américaine doit être larguée au nord d'Eindhoven pour s'emparer des ponts de Son et de Wegel et ensuite libérer la ville. La 82e division aéroportée américaine, elle, doit être larguée au sud de Nimègue afin de prendre les ponts de Nimègue et de Grave. Enfin, la première division aéroportée britannique, dans laquelle se trouve une brigade parachutiste polonaise, sera larguée au nord-ouest d'Arnhem afin de capturer le pont de la ville. Au final, c'est toute une succession de ponts qui doivent ainsi être capturés et conservés. C'est l'opération Market. Une fois accomplie, c'est au tour de l'opération Garden. Le 30e corps d'armée britannique, composé de 20 000 hommes et de blindés, doit percer la ligne de front, franchir les ponts un à un et atteindre Arnhem. Soit 103 km à parcourir, et tout ça en 4 jours maximum. Ça fait beaucoup. Ça fait trop. Et là, vous allez me demander, et les forces allemandes dans tout ça ? Non, parce que c'est bien joli cette opération, mais ça se passe quand même derrière leur ligne, ça serait peut-être pas mal de savoir combien ils sont. Ce à quoi le commandement allié répond que ça fait 3 mois que les Allemands reculent, ils sont en déroute, en plus ils s'y attendent pas. Bref, ils seront pas beaucoup, y a pas grand chose à craindre. Ouais. En réalité, sur place, les Allemands disposent de plus de 40 000 hommes, dont 2 Panzerdivisions SS qui viennent tout juste d'être mises au repos dans le secteur. Le 17 septembre, l'opération Market Garden débute donc. Une armada de 1500 avions de transport et environ 500 planeurs largue 35 000 hommes sur zone. C'est 2 fois plus d'hommes que dans la nuit précédant le débarquement de Normandie. D'ailleurs, pour éviter qu'ils ne soient trop dispersés, cette fois-ci ils sont largués en plein jour. Mis à part quelques rares planeurs accidentés, le parachutage est un succès. Au sud, la 101e rencontre peu de résistance et parvient à remplir la plupart de ses objectifs, même si les Allemands font sauter le pont de Son lors de son approche. Je connaissais le con. Qu'a fait sauter le pont. La 82e, elle, s'empare également de ses premiers objectifs, notamment le pont de Grave. Une partie de la division se dirige alors vers son deuxième objectif, le pont de Nimègue. Problème, peu de temps avant, les Allemands ont trouvé un planeur accidenté, et sur le corps d'un officier présent à l'intérieur, ils trouvent des documents relatant tous les détails de l'opération. L'effet de surprise est donc anéanti. Une fois arrivé à Nimègue, la 82e se heurte par conséquent à une farouche résistance de la part des Allemands, puisque ces derniers reçoivent le renfort d'un bataillon de reconnaissance SS. De son côté, la première division aéroportée britannique rencontre encore plus de difficultés. Un des 3 bataillons est déjà à l'extrémité nord du pont d'Arnhem où il subit des feux nourris allemands. Les 2 autres bataillons, piégés dans une poche par les Allemands à Oosterbeek, ne parviennent pas à faire la jonction. Un petit problème vient s'ajouter puisque depuis le parachutage, la première division britannique constate que les communications sont quasi impossibles à cause de radios défectueuses. Le manque de coordination qui en découle retarde du coup la progression des différentes unités, d'autant que le soutien aérien, vital pour avancer, est sans communication fortement compromis. La poche d'Oosterbeek se retrouve donc isolée,
tout comme le bataillon présent dans Arnhem qui se retrouve seul et doit tenir la position en attendant les renforts. Ce n'est pas très satisfaisant ce que vous me dites. De son côté, le 30e corps entame sa progression, ralenti par de nombreuses attaques allemandes. Le deuxième jour de l'opération débute. Le pont de Son ayant été détruit et leur tentative pour prendre le pont de Best quelques kilomètres à côté ayant échoué, les Américains de la 101e installent finalement un pont Bailey en l'espace de 10 heures. Ils progressent au sud et libèrent Eindhoven où ils sont rejoints par le 30e corps. La 82e de son côté tient toujours le pont de Grave, mais la ville, elle, est solidement défendue par les Allemands, et ces derniers font pression. À Nimègue, le pont leur échappe toujours. Enfin, la première division britannique, elle, est toujours en grande difficulté. La poche à Austerbeek est totalement piégée, le bataillon présent près du pont d'Arnhem tient du mieux qu'il peut. Dans la journée, le bataillon de reconnaissance SS qui se trouvait à Nimègue la veille vient en renfort à Arnhem et tente de franchir le pont de force. Il est repoussé avec de lourdes pertes. Le troisième jour débute. Malgré de gros affrontements, la 101e aéroportée tient ses positions. Sa mission est accomplie. Eindhoven sera cependant sévèrement bombardé par les Allemands durant la nuit. De son côté, le 30e corps continue sa progression sur la Hells Highway, l'autoroute de l'enfer. Malgré les embuscades allemandes, le 30e corps fait la jonction avec la 82e et libère Grave. Il poursuit sa route et vient apporter son soutien à Nimègue, mais échoue à prendre le pont. Pendant ce temps, une brigade de parachutistes polonais est larguée près d'Arnhem, 2 bataillons de renforts britanniques l'avaient déjà été la veille. Les Polonais tombent néanmoins en pleine zone ennemie et sont massacrés ou capturés. Les 600 Britanniques présents à l'entrée nord du pont d'Arnhem sont donc toujours isolés. Ils tiennent cependant encore leur position, et ce malgré les nombreux tirs d'artillerie adverses. Le 4e jour démarre. À Eindhoven, la 101e subit une violente contre-attaque allemande, de justesse stoppée. À Nimègue, la 82e convoite toujours le pont. Ils viennent de recevoir les canaux d'assaut en toile demandés la veille. Dans l'après-midi, 26 embarcations traversent le fleuve sous le feu ennemi. Il y a beaucoup de pertes, mais des troupes parviennent à atteindre l'autre rive et s'attaquent à l'extrémité nord du pont, pendant que le reste de la division attaque par l'autre extrémité. Les Allemands se retirent et le pont est enfin capturé. Il ne reste désormais donc plus qu'un seul pont à prendre et l'opération sera un succès. Cependant, le bataillon présent à Arnhem est épuisé en manque de vivres, d'eau et de munitions, et il y a beaucoup de blessés. Dans l'après-midi, une trêve de 2 heures est organisée pour les évacuer vers un hôpital allemand. Le soir, la quasi-totalité des survivants sont faits prisonniers, les Allemands s'emparent du pont et envoient des renforts au sud. L'opération vient d'échouer. Timeo libri rex agitur, ça veut rien dire, mais c'est ce que j'ai trouvé de plus aigre. Le 22 septembre, le 30e corps réussit à atteindre Driel et à récupérer les Polonais et Britanniques encore présents. Dans les jours qui suivent, l'objectif a changé, il s'agit de limiter la casse, c'est-à-dire survivre et se replier. Finalement, le 26 septembre, les troupes rescapées regagnent enfin les lignes alliées. On leur avait demandé de tenir 2 jours avant l'arrivée du 30e corps, ils en ont tenu 9. L'opération Market Garden est donc un échec total, même si Montgomery déclarera qu'elle a réussi à 90%. Les Alliés totalisent là près de 17 000 tués, blessés ou disparus, les Allemands en ont perdu près de 7 500. Au final, il n'aura manqué qu'un pont. Alors certes, les Américains sont parvenus à capturer tous leurs ponts alors que les Anglais n'ont pas su prendre le leur, mais il faut bien comprendre que la tâche était compliquée pour les paras britanniques car ils étaient en bout de chaîne. Et c'est d'ailleurs ce qu'avait prédit Frederick Browning, le commandant en second de l'opération, en disant qu'il visait sans doute un pont trop loin. Oui, vu comme ça, il a l'air sensé ce type, tellement sensé que tout comme Montgomery, il ne cessait d'affirmer à ses hommes que les Allemands étaient en fuite et n'étaient pas en mesure de résister. Churchill, bien moins optimiste que ses généraux, les avait mis en garde sur le fait que les Allemands seraient galvanisés par le fait de se battre près de leurs frontières. Market Garden reste donc une opération extrêmement ambitieuse, préparée bien trop à la hâte, en seulement quelques jours, et dont le succès dépendait beaucoup trop du facteur chance. Au sud, ça s'est globalement plutôt bien passé, il y avait une concentration d'Allemands beaucoup moins importante dans ce secteur, et en plus les Américains, placés en début de chaîne, ont rapidement eu le soutien du 30e corps. Néanmoins, il était prévu que ce dernier avance beaucoup plus vite. Au nord, pour les Britanniques, c'était beaucoup plus délicat. Déjà à cause de la météo qui globalement était mauvaise, donc les largages de renforts prévus ont été grandement perturbés. Ensuite, il y avait donc les gros problèmes de radio, ce qui gênait considérablement leur progression, surtout que du coup le soutien aérien ne pouvait pas être contacté,
Donc comment vous dire que si vous avez des chars face à vous et que vous n'avez pas d'artillerie, pas de véhicules et en plus pas de soutien aérien, ça devient un peu compliqué. Enfin, si on rajoute à ça le fait qu'il y a eu des documents retrouvés et que certains largages ont eu lieu à plusieurs kilomètres des objectifs, vous obtenez vite un effet de surprise anéanti, ce qui est quand même un des éléments clés d'une offensive aéroportée. Bref, ce qui était au départ un plan risqué est vite devenu un plan surréaliste, au vu du front reconstitué par les Allemands. En parlant d'échec, cette défaite présente plusieurs conséquences, et la première concerne les civils néerlandais. Si les parachutistes alliés sont constitués prisonniers, les civils néerlandais soupçonnés de les avoir aidés sont eux fusillés sur le champ. De plus, il se trouve que pour aider l'avance alliée, les cheminots néerlandais avaient été incités par Londres à entamer une grève. En représailles, les Allemands interdisent par la suite le transport de nourriture, démarre alors une famine durant tout l'hiver qui causera la mort d'environ 18 000 Néerlandais. La deuxième conséquence majeure d'ordre militaire est que du coup, les Alliés ne contrôlent toujours pas de ports plus proches. Résultat, les ravitaillements alliés continueront via une chaîne longue depuis Arromanches et Cherbourg pendant encore quelques temps. De plus, cette défaite clôt le projet de mettre fin à la guerre avant Noël, le Rhin ne sera d'ailleurs franchi qu'en mars 1945. Bref, une organisation fracturée, des plans bâclés et des croyances fausses auront eu raison du succès de la mission. Voilà pour cet épisode sur l'opération Market Garden, c'est une bataille dont on n'entend au final pas tant parler que ça alors qu'elle était d'une très grande ampleur, aussi bien par les moyens employés que pour les ambitieux objectifs recherchés. C'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas n'hésitez pas à la liker, à la commenter et surtout à la partager, c'est très important pour le développement de la chaîne. Enfin n'hésitez pas non plus à vous abonner pour ne rien manquer des futures vidéos. On se donne rendez-vous pour un prochain épisode, d'ici là, portez-vous bien.